Vous savez que j'aime bien m'interroger sur des questions sur lesquelles on ne s'interroge pas, ou sur lesquelles on pense qu'il n'est pas utile ou heureux de s'interroger. Un des sujets qui m'intéresse particulièrement dans ce domaine-là depuis très longtemps, c'est le problème de l'histoire des langues, l'origine des langues, la formation des langues. Je sais que c'est un domaine tabou. La langue, elle appartient au peuple, le peuple en fait ce qu'il veut, et on n'a pas à la réformer, et on n'a pas à la corriger, on n'a pas à la critiquer, je dirais même à la limite. Donc c'est parce que la langue est un patrimoine populaire, c'est une richesse de pensée populaire, c'est la sagesse populaire, il y a une sémantique, il y a des associations de mots, il y a des rapprochements qui sont à la base du savoir populaire. Le peuple ne veut pas qu'on lui enlève son jouet, il ne veut pas qu'on le dépossède de cela. Eh bien, néanmoins, je me permettrai de faire un certain nombre d'observations concernant les pronoms personnels et les articles définis. Alors, on dirait quel rapport y a-t-il entre les pronoms personnels et les articles définis? Eh bien, il y en a. Car la théorie que je voudrais vous développer ce soir, ce matin plutôt, puisqu'on est au matin du 2 janvier, très tôt le matin d'ailleurs, c'est la théorie selon laquelle il y a d'un côté la première et la deuxième personne du singulier, et de l'autre côté, il y a la troisième personne. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour le pluriel. La troisième personne n'a pas le même statut que la première et la deuxième personne. Et on comprend très bien. Il y a le moi et toi, et puis il y a le il. Le il. Le il qui finalement n'est pas, en réalité, n'est pas véritablement une personne. Mais c'est quelque chose, c'est une chose. De même qu'il y a le vous et le nous. Bon, déjà, c'est pas mal. Vous, nous, moi, toi, on couvre dire pas mal de choses. Alors, comment est-ce que je peux démontrer cette thèse, ou valider cette thèse? En tout cas, l'ébaucher ou l'esquisser. Eh bien, c'est très simple, si on peut dire. C'est que les règles de formation du pronom personnel de la deuxième personne, pour en tenir à la deuxième, la première personne ne se pose pas trop de problèmes, en fait. Les règles de formation de la deuxième personne, parce que la première personne, généralement, dans la plupart des langues, on ne distingue pas entre le masculin et le féminin. Il y a des rares cas où d'ailleurs ça se fait, c'est en hébreu pour le présent. Anilomed, anilomedet, si je suis féminin. Bon, c'est assez particulier, c'est en quelque sorte presque un adjectif. Bon, donc, on a la deuxième personne, et dans la Bible en hébreu, pour rester dans l'hébreu, quand on s'adresse à Dieu, quand Dieu s'adresse à, ou quand Moïse s'adresse à Israël, c'est toujours la deuxième personne. Alors, en arabe, j'ai comparé l'hébreu et l'arabe. En arabe, comme en hébreu, on a une dialectique qui est, si on veut, le ka ou le cha pour la deuxième personne du singulier, et le ki, le ki en arabe pour la deuxième personne du féminin. Et pour l'hébreu, c'est un petit peu différent. Bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais l'hébreu utilise également le i comme marqueur du féminin dans la conjugaison. Tishma, tu écoutes toi, homme. Tishmi, tu écoutes toi, femme. Donc le i est très marqué comme féminin. Et le a, ici, est marqué comme masculin. Et on trouve ça également pour la troisième personne, justement, le pronom personnel de la troisième personne, ou, alors, ou et i. IA. Je dis ça en passant. Alors, en revanche,
Quand on passe à la troisième personne, c'est tout à fait différent. C'est plus du tout les mêmes règles, c'est plus du tout les mêmes marqueurs. Donc ça montre bien que ça ne se produit, que ce qu'on appelle ce corpus grammatical, il est en fin de compte hybride. Vous savez que c'est une de mes spécialités, de montrer qu'un corpus est hybride. Il est hybride parce que pour la troisième personne, c'est tout à fait différent. Les marqueurs ne sont pas les mêmes. On le voit pour la formation des adjectifs, par exemple. Par exemple, en arabe, Jamil, Jamila, par exemple. Là, le A est un marqueur du féminin. Donc, pour te résumer, parce que je n'ai pas envie de vous fatiguer trop, pour la troisième personne, en hébreu comme en arabe, le A est un marqueur du féminin. Et pour la deuxième personne, le A est un marqueur du masculin. Anta, tu, masculin. Anti, tu, féminin. Ata, tu, en arabe, en hébreu. Anta, tu, en arabe. Les cha, à toi, quand je m'adresse à un homme. Etc., etc. Donc, on voit bien que les règles ne sont pas les mêmes, que les principes ne sont pas les mêmes. Alors, je voudrais continuer concernant la question de la troisième personne. Dans les langues latines, cette fois-ci, je dirais que, par exemple, quand on dit el hombre, l'homme, elle, c'est l'article défini de hombre. Mais c'est aussi la troisième personne sous une forme peut-être parfois un petit peu différente. Eyo, enfin, il, eyo, eya. On a cette forme en EL. Et en italien, c'est pareil. Il uomo. Il uomo. Il uomo. Le il ici, c'est l'article défini et c'est le pronom personnel de la troisième personne. Donc ça montre bien que le statut de la troisième personne du singulier est tout à fait particulier et qu'il se rattache à la formation de l'article. Et alors pour terminer, il y a encore une complication supplémentaire, c'est que l'article peut être décliné au nominatif ou accusatif. Normalement, dans les langues latines, le nominatif commence par une voyelle, E, I, alors que l'accusatif doit commencer par une consonne. C'est-à-dire qu'on enlève le E et le I, on garde le L. Yo lo veo, je le vois. Je ne dis pas, vous voyez bien, yo la veo, je la vois. Yo lo quiero, je le veux. Donc, on voit bien que nous avons là la marque de l'accusatif, de l'objet, complément d'objet, qui commence par un L. C'est-à-dire qu'on supprime la voyelle initiale. L devient l'O. Et ya devient la. Mais il y a une anomalie, puisque dans les langues latines, on dit, même pour un nominatif, aujourd'hui, on dit, par exemple en espagnol, el, hombre, la mujer. Donc on utilise une forme en la, qui doit être réservée à l'accusatif, pour marquer le nominatif. Ce qui est une aberration. Donc là, il y a une difficulté. Et en français, nous avons le même problème, encore pire. Parce que nous avons la femme, donc on a une forme
Alors on a elle. Alors elle est la femme, elle. Donc c'est pas le elle tout court. Donc dans elle, il y a bien la forme nominative. Mais par contre, donc, et effectivement, elle a vu la maison. Donc là, ça va. Mais par contre, si je dis la maison est grande, là, j'utilise la maison, qui est une forme accusative, pour former un nominatif, c'est-à-dire un sujet. Donc ça ne va pas. Donc le français a raison quand il emploie le et la, je le veux, je l'apprends, quand c'est un accusatif, et il a tort quand il utilise le et la pour des nominatifs. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans cette discussion, simplement pour résumer, la deuxième personne du singulier et du pluriel obéit à des règles qui ne sont pas celles de la troisième personne du singulier et du pluriel. Que ce soit en arabe et en hébreu, ou que ce soit dans les langues latines. Merci de votre attention.